Donc bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence lors de ce webinaire, le premier webinaire que l'on organise dans le cadre du projet européen Bloc for Coop, soutenu par le programme Interex Sudway. Donc, je suis Loïc Marin du pôle de compétitivité SIM, partenaire de ce projet avec Clermont-Auvergne Métropole, dont Estelle et Chloé font partie. Donc, ce premier webinaire, nous l'avons intitulé « Initiation et découverte de la blockchain. Quelles applications industrielles ?» Donc voilà, nous allons faire vraiment un focus sur l'application industrielle de cette technologie digitale. Et ce webinaire sera animé par Pascal Lafourcade, enseignant-chercheur à l'Université de Clermont et au laboratoire LIMOS. Donc, des premières règles avant le commencement de ce webinaire pour qu'il se déroule de manière idéale. Donc voilà, coupez le micro lors des interventions. Si jamais vous avez des questions à l'écrit, veuillez bien utiliser l'onglet Q&R que vous trouverez donc en barre de tâches sous la vidéo. Levez la main si jamais vous souhaitez poser une question orale. Ce sera plutôt pour la fin, à la suite de la présentation de Pascal Lafourcade. Si jamais vous avez une question à poser, voilà, veuillez utiliser cet outil. Et pour votre information, ce webinaire est enregistré et un lien vous sera envoyé, communiqué pour y accéder ensuite et ainsi qu'à la présentation. Donc, avant de laisser le terrain à Pascal, je vais vous faire une petite présentation des partenaires qui soutiennent ce webinaire. Donc, tout d'abord, les deux partenaires du projet Bloc for Coop que j'ai cités, donc SIM et Clermont-Auvergne Métropole. Pour rappel, SIM est le pôle de compétitivité de la mécanique, des procédés, de la performance de production, positionné sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, et Clermont-Auvergne Métropole, donc voilà, et la métropole de la région, du territoire clermontois, et il y a une partie économique avec le soutien à l'innovation et aux entreprises. Ce webinaire est soutenu donc par Digital League, qui nous prête notamment son outil Zoom pour le réaliser. Donc, Digital League est le cluster des entreprises de l'industrie numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec près de 500 membres dans son réseau et avec l'ambition de favoriser la croissance économique et l'emploi sur cette partie numérique. Et enfin, l'animation, comme j'ai pu déjà le dire, sera assurée par Pascal Lafourcade, enseignant-chercheur Université de Clermont et du laboratoire du LIMOS. Donc, s'il n'y a aucune question sur cette partie introductive, je vais laisser la main à Pascal et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Voilà, donc encore merci. Et puis les questions dans le QR ou levez la main si jamais c'est une question orale. Merci à tous et bon webinaire. Donc, bonjour à tous, je suis Pascal Lafourcade et il y a bientôt plus d'un an, on a écrit avec 4 de mes collègues un livre qui s'appelle Les blockchains en 50 questions. Donc, si vous avez encore plus de questions, vous pouvez vous référer à cet ouvrage que vous pouvez trouver. Donc, comme l'a dit Loïc, je vais vous parler de blockchain et pour moi, c'est vraiment une révolution et j'appartiens au LIMOS et ma spécialité, c'est la sécurité informatique. Donc, naturellement, quand Bitcoin est arrivé, je me suis intéressé à Bitcoin et à la technologie sous-jacente qui est la blockchain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on devrait me faire signe ou relier vos questions. Je préfère prendre les questions au fur et à mesure pour que ça soit plus clair pour vous et plus interactif. Donc, je vais commencer par un petit historique et vous parler forcément de Bitcoin. Je pense que vous avez tous entendu parler de Bitcoin. Certains d'entre vous en ont peut-être. Et il faut savoir que Bitcoin a maintenant plus de 10 ans, donc c'est pas juste une mode. Ça a été créé en 2009 par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, c'est un pseudonyme et on ne sait pas qui c'est. Et c'est pas la personne qui est là, qui est un japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui a été de suite interpellé par la police japonaise, mais c'est pas du tout lui. Et donc Bitcoin, c'est une monnaie digitale dématérialisée, décentralisée, repose sur la technologie blockchain. Et donc pour moi, Bitcoin et la blockchain, c'est une vraie révolution, comme on va le voir, parce que ça va changer nos habitudes dans le futur et vraiment changer nos modes de communication et nos modes d'interaction pour avoir plus de transparence et plus de sécurité.
Donc, rapidement, Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie qui n'est pas centralisée, donc on n'a pas besoin d'une autorité centrale pour pouvoir échanger des pièces et les utiliser, et qui va assurer toutes les propriétés qu'on veut de la part d'une monnaie. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas forger des nouvelles pièces et qu'on ne puisse pas dépenser deux fois la même pièce. Bitcoin repose sur des technologies cryptographiques et je ne rentrerai pas dans les détails dans ce séminaire et j'y reviendrai sûrement dans le séminaire de septembre pour vous donner plus de détails techniques. Et il faut bien que vous sachiez qu'au total, il n'y aura que 21 millions de bitcoins. Et là, on a franchi le cap, on a déjà créé plus de la moitié de ces pièces. Donc, il reste moins de la moitié des bitcoins à générer de ce genre. Les Pascal, pièces sont générées par les utilisateurs. Oui. Pascal, est-ce que vous pouvez peut-être, on me dit que le son n'est pas forcément super, peut-être vous rapprocher Hein. du micro quand vous parlez. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'ai monté le son? Oui, c'est parce que de temps en temps, ça faisait des résonances. Oui, c'est mieux. Ok, parce que très bien. J'ai mis des écouteurs, donc Merci. c'est pas de souci, avec plaisir. N'hésitez pas à dire s'il faut que j'augmente encore le son. Bitcoin a été créé en 2009 et repose sur une technologie d'infrastructure à clé publique et est une technologie totalement distribuée. Mais ce qui a été vraiment la révolution au cœur de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et cette blockchain a permis d'assurer des propriétés intéressantes pour la monnaie, mais pour les applications qu'on va voir plus tard. Ça veut dire que une des propriétés très intéressantes, c'est le fait que cette monnaie, Bitcoin, ne peut pas être arrêtée. Elle n'est pas juste créée dans un garage ou par une seule personne, mais elle est distribuée. Donc, toutes les personnes qui participent à Bitcoin et qui veulent, vu que c'est un code open source, peuvent avoir une copie intégrale de tout l'historique des échanges de pièces et peuvent se mettre à créer eux-mêmes des pièces. Donc, le fait que ça soit distribué dans des millions d'ordinateurs autour du globe fait qu'elle est inarrêtable. On ne va pas pouvoir arrêter cette monnaie. Et donc, une blockchain, ça pourrait être la même chose, vu qu'elle sera distribuée, on aura du mal à l'arrêter. Donc ça, c'est une des propriétés très importantes du fait d'être distribué et du coup inarrêtable. Une autre propriété, c'est qu'elle est insatisfiable, infalsifiable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est basé sur une technologie de blockchain, donc c'est le dessin qu'on retrouve le plus souvent, où on voit des blocs. Et donc chaque bloc ici représente une transaction. Voilà, donc ça, ce sont un ensemble de transactions. Et on s'aperçoit que les transactions sont chaînées les unes aux autres. Donc, on ne va pas pouvoir modifier celle-là, ici. Si vous allez modifier celle-là, ça va changer toute la chaîne et on va s'apercevoir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une propriété très importante des blockchains, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas modifier le passé. Donc le passé est non modifiable et infalsifiable. C'est des garanties sur ce que les gens vont avoir écrit dans notre blockchain. Donc ça, c'est lié à des propriétés cryptographiques des outils et à la conception de la blockchain. Donc ça, c'est une des propriétés très, très importantes, qu'on ne puisse pas falsifier le passé et que ce qu'on a écrit dans la blockchain, il restera à jamais et ne pourra pas être changé par personne. Donc ça, c'est une des grandes propriétés et révolutions de la blockchain. Comme la blockchain est publique, elle est bien entendu auditable et donc tout le monde peut vérifier que ce qui a été écrit est correct ou avoir des informations dessus. Donc ça, c'est une des grandes propriétés de la blockchain, c'est qu'elle est auditable et qu'on peut regarder ce qu'il y a. Enfin, la blockchain est traçable. Vu qu'elle est auditable, tout le monde peut savoir quelles transactions ont été faites, quels échanges ont été faits. Donc, on n'est absolument pas anonyme avec Bitcoin. Et pour les gens qui cherchent des propriétés d'anonymat, les chercheurs et le monde industriel a créé deux autres monnaies qui s'appellent Monero et Zcash, qui, elles, sont deux crypto-monnaies anonymes. Donc ça, ce sont des crypto-monnaies anonymes. Voilà. Donc dans Bitcoin, on n'est pas anonyme, mais on peut être tracé. Donc la révolution est vraiment une révolution. Donc il y a des gens qui se sont amusés à voir quel impact ça pouvait avoir sur le monde digital. Donc ils ont commencé par dire qu'en 73, il y avait le protocole TCP qui permet de communiquer entre deux ordinateurs. Après le protocole Ethernet, puis Internet en 85. En 91, on a eu la création du web, donc World Wide Web. Et en 2009, la révolution blockchain, qui a été suivie en 2015 par une adaptation sur les smart contracts, et j'y reviendrai plus tard.
Donc, on voit bien que le monde digital est en pleine effervescence, a des nouvelles révolutions permanentes. Donc, la révolution Internet, je pense que nous l'avons tous passé et nous sommes tous au courant que celui-ci a vraiment changé nos vies. Et je pense que blockchain va vraiment aussi avoir un impact positif sur notre utilisation du digital. Donc, après ce petit historique et présentation, je vais vous présenter un peu plus qu'est la blockchain. Et après, je focaliserai sur les applications de la blockchain et je proposerai quelques applications dans l'industrie. Donc, tout d'abord, la blockchain. Oui. Pascal, nous avons une question alors, qui est passée dans le chat, en fait. Devons-nous comprendre que les deux crypto-monnaies anonymes n'utilisent pas la technologie blockchain? Alors, les deux crypto-monnaies anonymes utilisent la blockchain, mais ont des mécanismes en plus pour assurer l'anonymat. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un émet une transaction, il émet une transaction au sein d'un groupe et on ne sait pas quelle personne dans le groupe a émis cette transaction. Donc, on est anonyme parce qu'on est plusieurs et du coup, on ne sait pas qui a fait quoi. Mais ça repose aussi sur la technologie blockchain, donc on va chaîner des blocs. Voilà. Donc, effectivement, oui, la technologie blockchain est sous-jacente, mais Bitcoin n'était pas anonyme, alors que dans ces deux crypto-monnaies, on a l'anonymat des transactions et des montants. Merci pour la question et merci pour votre relais parce que je ne les vois absolument pas apparaître quand je suis en mode présentateur. Donc maintenant, la blockchain, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Donc, la blockchain, c'est un registre distribué qui, comme on le voit ici, c'est un des premiers registres qui était un registre papier qui permettait de tenir les comptes entre plusieurs personnes. Et bien, en fait, la blockchain, c'est la même idée derrière, c'est qu'on va avoir un registre distribué où tout le monde va pouvoir écrire ce qu'il a fait. Donc là, on voit qu'il y a eu des transactions faites à une certaine date par certaines personnes qui donnaient un certain montant à d'autres personnes. Et bien, ça se faisait sur du papier. Bien entendu, on pouvait imaginer que des gens falsifient le papier ou les fichiers informatiques qui s'étaient faits dessus. Et le but de la technologie blockchain, ça va être de faire la même chose, sauf qu'on ne va pas pouvoir falsifier ce qui a été écrit sur le registre de compte. Donc ça, c'est vraiment le principe de la blockchain. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'on va chaîner les blocs les uns avec les autres pour avoir un registre qu'on ne peut pas modifier, parce que si on modifie un bloc qu'on a écrit il y a 4 jours, eh bien, ça va changer le bloc courant et du coup, tout le monde va s'en apercevoir. Donc, ça veut dire que plus on va attendre, ça va être impossible de modifier le passé. Donc, c'est vraiment ça, le concept important à comprendre, c'est que tous les blocs sont chaînés les uns avec les autres avec des primitives cryptographiques. Et le fait qu'on soit chaîné interdit la modification du passé. Donc, ça assure une certaine sécurité. Vu que tout est public, ça assure une certaine auditabilité et un certain contrôle, vérificabilité de tout le monde. Et bien sûr, le fait qu'on ne puisse pas modifier. Donc, comment ça marche? Tous les participants ont une copie intégrale de tout ce qui s'est passé. Et on doit se mettre d'accord à l'instant T de qui va écrire le prochain bloc. Donc, qui va écrire ce bloc? Est-ce un bloc valide? Et donc, pour ça, on a la notion de consensus. Il faut qu'on se mette d'accord de qui va pouvoir dire si c'est un bloc valide ou pas. Donc, dans le dessin ici, on voit qu'il y a des branchements, donc il y a plusieurs blocs valides qui ont été décidés. Et donc, il faut absolument qu'on décide lequel est valide. Ben, là, on a décidé que celui-là n'est pas valide. Voilà. Donc, la blockchain va décider à chaque fois quel bloc on va rajouter, donc quelle information on va rajouter sur le registre. Et les personnes qui décident ça, c'est ce qu'on va appeler des mineurs. Donc, c'est des personnes qui vont écrire dans la blockchain et ces personnes-là vont avoir le contrôle de la blockchain et vont décider ce qui est écrit. Et donc, ça, c'est vraiment le concept très important à comprendre. Donc, les mineurs valident les transactions, donc valident ce qu'on va écrire dans la blockchain, valident si les informations qu'on ajoute à la blockchain sont cohérentes, pertinentes et respectent les règles que la blockchain, les personnes qui ont créé cette blockchain ont élaborées ensemble. Et donc, ces mineurs mettent à jour un registre distribué. Dans Bitcoin, ces mineurs travaillent, font une preuve de travail et du coup sont rémunérés pour ce travail. Et donc, c'est ça qui génère des pièces pour
Bitcoin. Mais on n'est pas obligé de générer des pièces. On peut juste dire qu'on travaille sans générer des pièces et on travaille pour valider. Donc, c'est ça la blockchain. Donc, on a le choix, soit on rémunère les mineurs par la création de monnaie, soit on ne rémunère pas les mineurs par la création de monnaie et on a juste une blockchain qui marche avec des mineurs qui sont volontaires. Et donc, la grande question, c'est comment on se met d'accord sur ce qu'on va ajouter. Et c'est le protocole de consensus. Donc, il existe plusieurs protocoles de consensus dans la littérature et plusieurs modèles. Donc, il y a 3 grands modèles qui existent et qui ont émergé. Donc, des modèles, comme on le voit sur la gauche, des modèles publics comme Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir mineur et tout le monde peut décider quel bloc on va faire, à condition de respecter les règles de la blockchain publique. Il y a des modes à droite où ce sont des acteurs privés. Donc, on pourrait imaginer là, Clermont Métropole, Digital League et le Limos créer une crypto-monnaie ou une blockchain qui est privée et seuls les acteurs de cette blockchain privée vont pouvoir valider ce qu'on va écrire dans la blockchain. C'est ce qu'a voulu faire Facebook avec sa monnaie Libra. Ce n'était pas une monnaie publique et seuls les acteurs qui étaient dans ce consensus et ce consortium d'industriels pouvaient valider les transactions. Et bien entendu, vous pouvez imaginer un mix entre blockchain publique et privée où on autorise à la fois les acteurs privés membres du consortium de valider les transactions et les acteurs publics de valider ça. Donc, il y a plusieurs autres exemples. Voilà. J'espère que ça va bien, que vous arrivez à suivre. Donc, je vais continuer maintenant par des applications. Donc, des applications qui existent autour de la blockchain. Donc, bien sûr, la première application, c'est ce qui a permis la naissance de la blockchain. Donc, c'est la création du Bitcoin et de crypto-monnaies. Et à partir de Bitcoin, plein d'autres crypto-monnaies ont vu le jour. Donc, Pokercoin, etc., etc. Donc, on a plein de dérivés de Bitcoin qui ont vu le jour. Mais là, je vais essayer de vous présenter d'autres applications qui sont plus innovantes et qui reposent sur l'application blockchain et cette nouvelle technologie. Donc, la première application, c'est le MIT qui l'a mis en place et qui reposait sur Bitcoin. Donc, ils sont servis du fait que dans Bitcoin, à chaque fois qu'on fait une transaction, on peut laisser un commentaire. Et dans ce commentaire, ils ont inscrit les diplômes de leurs étudiants. Donc, ça veut dire que quand un étudiant obtient son diplôme au MIT, qui est une des plus grandes universités en informatique aux États-Unis, les membres du jury à l'université inscrivent cette réussite au diplôme dans un Bitcoin. Donc, ils font une transaction dans laquelle ils mettent Monsieur X a obtenu le diplôme Y. Et cette transaction va être validée dans la blockchain de Bitcoin, donc être accessible par tout le monde, mais surtout infalsifiable. Donc, ça veut dire quoi? Que derrière, l'étudiant va pouvoir mettre sur son CV, sa page Facebook, sur ses documents, le fait qu'il a un diplôme, et au lieu de produire un diplôme qui aurait pu être falsifié ou qu'il aurait pu faire lui-même, il va indiquer le numéro de la transaction dans laquelle ça a eu lieu. Et donc, chaque employeur va pouvoir vérifier que son diplôme est bien authentique en allant vérifier que le diplôme est bien à l'endroit où il est indiqué et qu'il a bien été signé par l'université. Donc, c'est vraiment une preuve irréfutable qu'il a bien eu son diplôme par le MIT. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que ça fait des... Oui, il y a une question à l'instant. On demande s'il s'agit d'une blockchain spécifique au MIT, du coup. Alors non, là, ce qui a été très malin de la part du MIT, c'est qu'il s'adosse sur Bitcoin, en fait. Donc, ces transactions et ces diplômes sont stockés dans la blockchain qui est sous-jacente à Bitcoin. Donc voilà, donc ça c'était une des premières applications très innovantes proposées par le MIT et que je trouve très intéressante pour bien comprendre le fonctionnement de la blockchain. Donc voilà, donc ils ne sont pas servis du côté monétaire de la blockchain, mais du côté espace de stockage qui est dans Bitcoin pour pouvoir réaliser cette performance et cette application qui pour moi est très très importante et montre toutes les possibilités qu'on peut faire avec une blockchain et qui ne se limite pas à la crypto-monnaie. Donc, d'autres personnes ont continué. Et donc, là, je vais parler de IBM Food Trust qui propose la technologie blockchain pour pouvoir tracer la nourriture. Donc, l'idée, c'est que entre le moment où vous consommez dans un restaurant vos produits et le fait qu'ils soient émis par un producteur, ils suivent toute une chaîne. Et IBM Food Trust propose une blockchain pour
justement tracer toutes les étapes. Donc, à chaque fois qu'une personne va acquérir un produit, il va l'indiquer dans la blockchain et l'utilisateur final peut retracer toute la chaîne des produits qu'il y aura dans son assiette. Donc, c'est vraiment le but de IBM Food Trust et IBM a bien saisi l'opportunité de la blockchain pour offrir cette propriété très importante qui est la traçabilité. Pascal, on a Oui. une question qui est comment est générée la notion de stockage de la blockchain? Alors, la notion de stockage de la blockchain, elle est faite parce que le fait que les mineurs écrivent au fur et à mesure les transactions. Donc là, IBM Food Trust, la blockchain est proposée par IBM. Les participants vont dire, voilà, moi, j'ai reçu tel produit, je vais le transformer en tel autre produit pour la chaîne alimentaire, ou j'ai produit telle salade, ou j'ai élevé telle vache avec tel engrais. Je vais mettre tous mes certificats, tous mes documents dans la blockchain qui va être validée par IBM à condition que je satisfasse toutes les règles qui ont été émises par cette blockchain pour tracer la nourriture. Donc, on peut imaginer une blockchain pour du bio, une blockchain pour quelque chose d'éco-équitable, etc., etc. Et donc, tous ces documents vont être écrits par les mineurs qui vont juste lister tous ces documents et les entériner à jamais dans la blockchain. Donc, ça évitera par exemple le scandale qu'il y a eu sur les steaks hachés de cheval il y a quelques années en France, où on peut imaginer que si vous êtes soupçonné de ça, vous pouvez falsifier vos documents. Là, ça sera plus possible. Vous ne pourriez pas falsifier les documents. Et donc là, on se rend bien compte que le rôle est très important de la part des mineurs, c'est-à-dire les personnes qui vont valider et vérifier que les transactions sont correctes. Et donc, tout va reposer dans ces mineurs. Donc effectivement, s'il n'y a qu'un mineur qui est IBM, ça pourrait être, on pourrait imaginer qu'il soit corrompu. Mais l'objectif, c'est d'avoir un consortium de mineurs qui ait des intérêts divergents et qui, du coup, assure que les transactions soient bien les bonnes à l'intérieur. Une autre question, je présume, parce que ça bouge un peu sur mon écran. Ouais, alors je vais juste rappeler qu'il faut bien mettre les questions dans le Q&R, pas dans le chat, parce que dans le chat, on ne voit pas forcément. Toujours une question, là, il me semble que c'est Monsieur Goss, il me semble bien. Donc, dans la continuité de la question, comment est gérée la notion de stockage de la blockchain? Différentes blockchains sont-elles interopérables? Et comment peut-il y avoir X offreurs de solutions blockchain? Alors, c'est une excellente question. Avec un de mes doctorants, on s'est posé cette question il y a plus de 2 ans et on a apporté une réponse théorique qui est la suivante. Les blockchains ne peuvent pas être interopérables. On a montré que c'était impossible sur certaines conditions. Et donc, ces conditions, c'est de dire on ne peut pas faire une interopérabilité entre blockchains, sauf si on a un organisme de confiance qui permet de passer les écritures d'un registre à l'autre. Mais si les organismes sont indépendants et deux blockchains indépendantes, ce n'est pas possible de transférer d'un à l'autre sans avoir une autorité de confiance. Donc ça, c'est ce qu'on a montré. Par contre, on peut imaginer des blockchains avec plusieurs registres. Et dans ce cas-là, comme il y a plusieurs registres qui peuvent écrire et lire l'un dans l'autre, c'est possible d'avoir d'interopérabilité. Donc, soit c'est conçu dès le design de la blockchain avec plusieurs registres. Donc, on pourrait imaginer IBM Food Trust pour un certain type d'agriculture et un autre pour un autre type d'agriculture ou pour certains produits ou d'autres produits qui ont été conçus pour que chaque mineur puisse écrire ou chaque personne peut écrire dans chacune des chaînes. Et dans ce compte-là, on peut avoir une interopérabilité. Mais si on a deux blockchains totalement différentes, par exemple la blockchain sous-jacente à Bitcoin et IBM for Trust, c'est impossible de faire transférer des informations de l'une à l'autre sans une autorité centrale à laquelle on a confiance. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. Alors, une autre application qui est développée par un projet européen qui s'appelle PayTwist. L'objectif, c'est de monétiser les déchets produits à partir du plastique. Donc, ça veut dire que quand on va pouvoir recycler et retraiter le plastique qui est émis, on va générer des coins. Donc, on va récupérer de l'argent en prouvant qu'on recycle bien le plastique. Donc, ça va être une autre crypto-monnaie qui permet d'avoir des propriétés vertueuses autour de la monétisation des plastiques. Donc, on aura plus de détails sûrement dans le séminaire de septembre où les concepteurs de cette monnaie viendront nous en parler plus en détail. Et la société Almeris, qui maintenant s'appelle BeWise, fait partie de ce partenariat. Une autre monnaie qui a été créée dès le début, dès les premières prémices de Bitcoin et qui
et SolarCoin. Donc, cette monnaie, l'idée, c'est de dire toutes les personnes qui vont générer de l'énergie solaire, le fait qu'ils ont ce comportement en générant de l'énergie solaire va leur rapporter des SolarCoins. Donc, le fait de créer de l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques vous donne, en plus de l'énergie que vous avez produite et que vous pouvez revendre à votre fournisseur d'énergie ou utiliser pour vous-même, des pièces que vous pourrez réutiliser. Donc ça, c'est une solution pour créer un cercle virtueux pour la génération d'énergie. Donc, encourager cette fabrication d'énergie verte. Un autre domaine qui est très important, c'est Maes Maldata, qui est un projet européen qui vient de se terminer. Et l'idée, c'était de partager les données de santé qui étaient faites dans les hôpitaux pour la science et pour offrir des données ouvertes. Donc, pareil, on aura un exposé sûrement là-dessus au mois de septembre pour nous décrire comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de prendre les données, de les anonymiser et de les rendre publiques afin de les valoriser. Donc, tout ça avec une blockchain sous-jacente pour assurer la sécurité indispensable aux données de santé. Donc, plusieurs hôpitaux européens sont partenaires de ce projet et plusieurs sociétés, donc la société BeWise. Un autre projet dans lequel cette société est partenaire, c'est Curex. Donc, c'est un projet pour imaginer que vous alliez d'un hôpital A à un hôpital B. Eh bien, il faut bien que vous puissiez transférer votre dossier patient de manière sécurisée pour que les médecins dans l'hôpital B puissent les consulter. Eh bien, afin d'éviter les problèmes de stockage, de perte ou de falsification des documents, ces données vont être stockées de manière sécurisée dans la blockchain et permettre aux patients de récupérer le contrôle sur ces données et de décider à quel médecin il autorise ou non la lecture de ces données médicales. Donc, c'est un projet très ambitieux qui est encore en cours et qui vise ceci. Et on aura également une présentation de ce projet au mois de septembre. Donc, voilà. Donc, on voit bien toutes les possibilités qu'offre la blockchain ici. On va stocker les informations de manière infalsifiable et rendre le contrôle des données aux utilisateurs. Donc, ça ouvre vraiment de nombreuses possibilités. Pascal, on nous demande si Curex, c'est donc un exemple de blockchain privée. Alors, ils sont en train de définir le modèle de la blockchain et on peut imaginer que la blockchain Curex puisse être privée ou hybride. Donc ça, c'est les designers du projet qui vont décider ce qu'ils vont en avoir besoin, mais on peut imaginer que ce soit les hôpitaux, peut-être les hôpitaux plus des assurances ou les hôpitaux plus, je ne sais pas moi, des métropoles ou d'autres choses en fait. Donc il y a plein de possibilités, mais on s'oriente vraiment plus sur une donnée privée, voire hybride si possible. Mais c'est une très bonne remarque. Il y a des questions aussi là pour le coup que vous devez voir, Pascal, dans questions et réponses. Je ne sais pas si vous les voyez. Concrètement, comment se dépense une crypto-monnaie, par exemple un SolarCoin, une fois que j'en ai gagné, qu'est-ce que je le dépense concrètement comment? J'en fais quoi? Alors, un SolarCoin, c'est pas très compliqué. Quand on va vouloir le dépenser, on va avoir une clé comme dans Bitcoin qu'on va pouvoir dire, je donne, je sais pas moi, 5 SolarCoins à Loïc qui va avoir un compte en SolarCoin, donc des mécanismes cryptographiques, et je vais lui envoyer l'argent. Et cet argent va être transféré et validé par les gens qui vont produire de l'énergie photovoltaïque. Parce qu'ils produisent de l'énergie photovoltaïque, mais au passage, ils valident les transactions des gens. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. La question, c'est qui va vouloir accepter les SolarCoins? Est-ce que Loïc qui va être d'accord, je ne sais pas moi, de m'offrir un service, de me donner un objet contre 5 SolarCoins? Donc ça, c'est tout l'enjeu derrière des crypto-monnaies et des cours des crypto-monnaies. Par exemple, le Bitcoin, au début, ça valait quelques centimes, voire quelques euros. C'est monté à plus de 16 000 euros et à l'heure actuelle, ça va être autour de 6 000 euros. Donc, le cours des monnaies, c'est vraiment la même chose que le cours de l'or. Ça, on ne contrôle pas. Donc, il faut trouver des gens qui vont bien vouloir accepter ces crypto-monnaies. Donc, l'acceptation des crypto-monnaies dans la société est vraiment un enjeu important pour toutes ces crypto-monnaies. Donc, autre question de novice, ça veut dire qu'on peut à un moment transformer convertir ces coins en euros, tout simplement, selon les trébuchants? Alors justement, il y a un cours, et ça dépend de l'offre et la demande, et il y a des plateformes qui vous proposent de vendre vos bitcoins, SolarCoin.
Donc, vous dites, eh ben, je veux vendre au cours du marché. Donc, ça, ce que vous allez faire, c'est que la personne qui veut en acheter va vous transférer 10 ou 20 euros et vous allez lui donner le matériel cryptographique pour que lui puisse se dépenser. Donc, il y a plein de plateformes qui permettent de faire ça. Donc, pour obtenir des coins, il y a deux solutions. Soit devenir mineur et générer avec SolarCoin de l'énergie avec des panneaux photovoltaïques, ou en Bitcoin, faire travailler vos ordinateurs pour obtenir des coins. Donc ça existera toujours pour créer des nouvelles monnaies. Et si vous voulez juste utiliser votre carte bleue ou payer 10 euros en liquide à quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez lui donner et faire une transaction. Donc c'est la même chose que acheter quelque chose sur eBay. Donc il y a des plateformes ou sur un autre site pour échanger ça. Donc il y a des petites précautions à faire et on y reviendra plus en détail sur le séminaire de septembre à ce qu'il vaut mieux faire ou pas faire. Mais il faut savoir que toute personne qui aura votre clé privée peut dépenser vos bitcoins ou vos coins à votre place. Donc les clés privées, il faut vraiment que vous les possédiez et que personne d'autre ne les ait. Et la même chose, si vous les perdez, vous avez tout perdu. Donc, je connais des gens qui avaient une centaine de bitcoins sur leur ordinateur et qui un jour ont décidé de formater leur disque dur, et ils ont tout perdu. Alors à l'époque, ça valait pas grand-chose, mais il y a quelques années, ça valait quand même 16 000 euros le bitcoin. Ça commence à faire une belle somme. D'accord, merci Pascal. Et il y a une dernière question avant de continuer. Le cloud est-il impératif au stockage des données ou une infrastructure privée est-elle suffisante? Ah ben là, justement, on n'a pas de cloud avec une blockchain. C'est tout le monde a une copie de tout. Donc tout le monde a une copie de toutes les choses. Donc ça ressemble plus à du peer-to-peer pour ceux qui ont connu dans les années 80 quand on faisait du partage de fichiers entre plusieurs personnes. Là, tout le monde a une copie de tous les fichiers. Donc on n'a pas besoin de cloud. Le cloud est constitué de tous les utilisateurs. Donc il n'y a pas d'espace de stockage dans le cloud. C'est tout le monde a une copie de tout et quand vous en avez besoin d'une nouvelle copie ou de nouveaux blocs, vous vous connectez au réseau et les nouveaux blocs sont propagés au sein de tous les nœuds. Donc il y a des nœuds, dès qu'ils ont un nouveau bloc, ils le propagent à tout le monde et tout le monde veut être à jour, donc tout le monde se tient au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment pas de cloud, c'est une technologie distribuée. Alors bien entendu que si IBM Fortress ou d'autres proposent des clouds où les partenaires vont se connecter pour éviter justement d'avoir une copie partout. Mais on peut imaginer que chaque partenaire d'une cloud privée doit avoir une copie intégrale de toute la blockchain. J'espère avoir répondu à votre question. Pascal, encore une question. Quid du PokerCoin, que vous avez mentionné, autre application? Alors, le PokerCoin, c'est vraiment un clone de Bitcoin. Donc, on a pris Bitcoin, on a pris son code source et on a mis un autocollant grosso modo dessus du PokerCoin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va marcher comme Bitcoin, mais ça va être utilisé comme des jetons pour jouer au poker. Donc, il y a des tables de poker qui ont été ouvertes où on dit on ne joue pas avec des euros, pas avec des bitcoins, mais on joue avec des poker coins. Donc, si vous voulez venir jouer chez moi dans ma table de poker, vous êtes obligé d'avoir des poker coins. Mais ça fonctionne exactement comme Bitcoin. Donc, il y en a plein de clones de Bitcoin qui fonctionnent comme ça. Merci pour votre question. C'est très agréable et très dynamique. Donc, n'hésitez pas à continuer. Donc, avec un de mes étudiants, une de mes étudiantes en thèse, on s'est proposé de faire la même chose pour les élections. Donc, on a proposé un protocole Verify Your Vote et après une implémentation pour faire un prototype qui s'appelle Dapsters, qui est un protocole de vote où les urnes sont stockées sur la blockchain. Donc, chacun va pouvoir aller voter avec son matériel cryptographique et les bulletins vont être stockés sur la blockchain. Bien entendu, de manière anonyme et sécurisée, et chacun pourra vérifier le résultat des élections. Donc, avec ce système-là, on ne pourra pas bourrer les urnes et on ne pourra surtout pas falsifier la vérification. Donc, tout le monde va pouvoir vérifier que la somme des votes vaut bien le résultat en appliquant des fonctions cryptographiques et sans révéler, bien entendu, le vote de chacun. Donc, on a assuré avec ce système-là la possibilité que tout le monde vote de manière anonyme et qu'aucun vote ne soit oublié à la fin. Donc, ça, c'est une autre application qui a pu voir le jour grâce à la technologie blockchain. Pascal, une question de monsieur Cyril Martin. Quel est l'estimatif de bande passante des transactions et l'impact sur le réseau dans le cas de systèmes délocalisés avec peu de bande passante?
Alors, effectivement, pour la technologie blockchain, si vous voulez être mineur, c'est-à-dire proposer et inscrire des informations dans la blockchain, il vous faut une bonne bande passante. Parce que là, souvent, si c'est une blockchain publique, c'est le premier qui va recevoir le nouveau bloc va avoir un avantage non négligeable sur les autres pour pouvoir inscrire le bloc d'après. Donc ça, c'est très important pour les blockchains publiques. Pour les blockchains privées, on n'a pas besoin forcément d'une très grande bande passante parce qu'on se met d'accord. Et la plupart des consortiums, c'est du vote en fait. Donc on demande à chaque personne de voter. Et si on obtient la majorité des gens autour de la table ou la majorité absolue, on se met d'accord. Donc là, on a besoin d'une beaucoup plus faible bande passante pour pouvoir écrire un nouveau bloc. Donc ça dépend vraiment du paradigme dans lequel on va vouloir se placer. Mais c'est une excellente question. Et après, si vous êtes utilisateur, par exemple, de Bitcoin, sans vouloir miner, vous n'avez pas besoin de bande passante. Il vous faut juste avoir un peu de réseau quand vous voulez faire une transaction. Mais ça ne vous demande pas de très forte bande passante parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez écrire votre transaction, la proposer à tous les gens qui vont pouvoir miner et c'est ces gens-là qui vont s'occuper d'avoir une très forte bande passante. Donc, il faut juste être capable d'émettre un petit bout de messages sur Internet et ça ne demande pas une forte bande passante pour être juste utilisateur. J'espère avoir répondu à la question très pertinente du participant. Donc, je vais encore proposer un ou deux autres cas d'application. Donc, Auctionity, qui est développé par la société Domrider à Clermont-Ferrand, qui cette fois-ci s'est proposé de proposer une vente aux enchères, un système de vente aux enchères sur Internet. Donc, vous connaissez sûrement tous eBay, mais par contre, dans eBay, vous êtes obligé de faire confiance totalement au serveur d'eBay. Alors que là, dans Auctionity, vous faites confiance à aucun serveur et toutes les transactions sont faites sur la blockchain. Donc, vous pouvez vraiment vérifier qu'une personne a voté plus que vous et que vous n'avez pas gagné. Alors que sur eBay, si on vous dit que vous avez perdu, vous êtes obligé de faire confiance à eBay et peut-être que toutes les enchères que vous faites, c'est toujours la même personne ou c'est une personne qui a un super privilège qui gagne. Donc, on gagne vraiment en transparence et en évitant d'avoir de la corruption. Alors, je ne dis pas que eBay est riche, hein, mais je dis juste qu'avec la blockchain, cette riche ne sera absolument pas possible, alors que dans l'autre cas, on est obligé de faire confiance à une autorité centrale. Et pour moi, c'est vraiment là le cœur de la révolution de blockchain. C'est de ne plus d'avoir d'autorité centrale qui doit être de confiance. Là, l'autorité n'existe plus et tout est réparti auprès des utilisateurs. Donc, c'est un travail que j'ai co-réalisé avec Dom Rider et j'ai participé à la conception de cette blockchain pour les ventes aux enchères. Une autre application qui est Blockchain Your IP, c'est pour protéger la propriété intellectuelle. Imaginez que vous ayez eu une idée et que vous voulez breveter ça, ben vous pouvez utiliser Blockchain Your API pour proposer votre… et ça fait foi de la date à laquelle vous avez eu cette idée et vous avez déposé cette propriété intellectuelle. Je voudrais juste finir sur AXA, qui était l'assureur français qui a proposé de se lancer dans la blockchain avec son application Fizi. Et donc, Fizi, c'est une blockchain sur laquelle on a des smart contracts qui avaient pour but de dire j'assure les passagers des vols aériens et s'il y a un certain retard, je les rembourse. Et donc, pour ça, on a un smart contract qui est un programme qui va être écrit sur la blockchain, qu'on ne peut changer et qui va se déclencher automatiquement. Et donc, ce qui se passait, c'est que les aéroports publiaient les dates de retard, les horaires de retard, c'est-à-dire le nombre de minutes de retard qu'avait un avion, l'écrivaient dans la blockchain. Et du coup, dès qu'il y avait un retard plus fort que ce qui avait été prévu par la compagnie d'assurance, les passagers qui s'étaient inscrits, donc qui étaient connus, recevaient une indemnisation de la part de blockchain. Malheureusement, AXA a arrêté ce service il y a bientôt plus d'un an et n'a pas expliqué pourquoi, a promis que les gens qui avaient souscrit ce service continueraient à être assurés, mais n'a pas dit pourquoi ils arrêtaient ça. Mais je trouvais que c'était une très belle application des smart contracts sur la blockchain. Donc, ça a fini en 2019. On ne sait pas pourquoi. Il y a juste un message sur la page de Fizi de la part d'AXA. Oui. On a une petite question. Alors, on nous demande si Blockchain Your IP est un cahier de laboratoire en ligne. Alors, Blockchain Your API n'est pas un cahier de laboratoire en ligne, mais plutôt un endroit où on peut déposer sa propriété intellectuelle. Ça ne va pas jusqu'au cahier de laboratoire où on pourrait modifier ce qu'on a déjà fait et faire quelque chose d'incrémental. C'est plutôt pour déposer bloc par bloc ce qu'on aurait comme idée.
Voilà. Mais l'idée d'un cahier de laboratoire utilisant une blockchain est un très bon exemple d'application possible de l'utilisation de la blockchain. Et Donc, je vois que autre déjà… question, remarque de Monsieur Goss, il me semble, voilà, Monsieur Goss. On voit que la blockchain change un peu le paradigme de la confiance accordée à la traçabilité de l'information. Quels sont les retours des autorités publiques qui portent historiquement la notion de confiance, comme pour les dépôts de brevets? Pour eux, pour moi, c'est soit ils prennent le train, soit ils le prennent pas en fait, hein. Parce qu'une fois que c'est parti, ben, ils vont que courir derrière, donc il n'y a pas le choix, hein. Je suis désolé d'être un peu cash, mais quand il y a une révolution qui se met en place, soit on la prend, soit on la prend pas, et certains acteurs l'ont pris. On a vu IBM par exemple, d'autres sociétés clermontoises qui ont franchi le pas. Mais je pense que si vous la prenez pas, après ça sera trop tard et que ben il y aura un autre modèle et les gens devront choisir entre à qui ils octroient leur confiance. Sur un système qui est géré par plein de personnes qui ont des intérêts divergents et donc être quasiment sûr que pour corrompre le système, il faille corrompre des milliers de gens ou des milliers de personnes et ça va être très dur, soit une autorité centrale dans laquelle on fait une confiance aveugle. Donc les deux paradigmes existent. Je ne peux pas juger laquelle est le mieux, mais c'est vraiment un vrai changement profond dans notre société. Et donc, je vais finir par un projet que je porte. Et en m'inspirant de ce qui avait existé, on a proposé un projet qui s'appelle EcomobiCoin. Et l'objectif, c'est de récompenser par les déplacements vertueux des gens, par le covoiturage, par le prise en compte des transports en commun comme le métro, le tram, le bus, ou en essayant d'avoir une mobilité douce, donc comme faire du vélo ou en marchant. Donc, si vous enregistrez vos traces GPS et que vous voudriez les partager dans EcomobiCoin, vous pourrez récupérer des pièces parce que vos traces GPS seraient des preuves que vous ayez bien eu cette mobilité douce. Et avec cette preuve de déplacement, ça vous générera des pièces comme des SolarCoins, donc des EcomobiCoins. Donc, c'est un projet que nous avons depuis 1 an et que nous essayons de développer avec des partenaires locaux comme la société de transport en commun à Clermont-Ferrand et aussi la société MyBus avec laquelle nous collaborons sur ce projet. Donc, il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour justement avoir ces preuves de déplacement et analyser les traces de GPS, mais on pense que c'est une modification importante qui peut vraiment changer nos mobilités dans l'avenir et favoriser des mobilités respectueuses de l'environnement. Donc, j'en ai fini avec les applications de la blockchain et maintenant, je vais vous parler plus des grands changements qu'on peut avoir. Donc, la blockchain peut avoir des impacts. Donc, j'ai repris du site web qui est plus bas. Pour moi, il cite 52 applications possibles. Donc, j'en ai repris quelques-uns. Donc, la supply chain pourrait être largement impactée dans ces histoires d'échange et de confiance. L'énergie, comme on l'a vu avec SolarCoin, mais d'autres choses pour la gestion et la production d'énergie. L'enregistrement des données publiques et infalsifiables de la part des gouvernements ou des universités, comme on a pu le voir avec le MIT. Les ressources humaines pour les CV et pour les problèmes de gestion de contrat. L'agriculture, comme on l'a vu avec IBM for Trust, Food for Trust, pardon. Les transports, la gestion des déchets avec P-Twist ou d'autres déchets, les transports publics, comme on le propose avec Bitcoin, ou l'hôpital avec les deux projets Curex ou MyExManData, ou encore le commerce électronique, de par la naissance même de tous ces coins, peuvent avoir une vraie évolution. Donc, je pense que ça peut impacter beaucoup de services et de beaucoup de secteurs de l'industrie. Et je n'ai repris qu'une petite liste de tout ce qui avait été proposé sur le site web que je mentionne en bas de page. Donc, pour moi, quels sont les bénéfices à retenir? C'est plus de transparence et plus de confiance, plus d'efficacité, parce que là, les données sont publiques et tout le monde en aura une copie, donc on va pouvoir faire des recherches et gérer les données beaucoup plus rapidement que de se connecter à un cloud ou d'avoir des autorisations. Plus de sécurité, parce qu'on va pouvoir avoir des mécanismes de sécurité, du fait que ça ne soit pas altérable et modifiable. Et en fait, plus de transparence et de traçabilité. Donc, on peut voir la blockchain comme un service et je pense que ça ne va faire que se développer et que de nombreuses industries vont passer à cette technologie. Pascal, juste, je me permets de vous interrompre pour Oui, le temps file. Donc, je sais oui, ben c'est la conclusion. sujet. Voilà. Donc, voilà.
Donc ici, dans l'ouvrage qu'on a écrit avec mes collègues, on s'est posé une question, ai-je vraiment besoin d'une blockchain? Et donc, avec ce petit diagramme, en 4 questions, vous pouvez savoir si vous avez besoin ou non d'une blockchain. Donc, si vous n'avez pas besoin de maintenir un état commun qui va être partagé, ben, vous n'avez pas besoin de blockchain. Si vous avez besoin de cet état et que vous avez besoin de personnes qui vont être rédacteurs, mais pas que d'une seule personne, vous avez besoin de blockchain. Sinon, vous n'avez pas besoin de blockchain. Une base de données toute seule dans votre entreprise suffira. Est-ce que vous avez besoin d'un tiers de confiance? Oui ou non? Si vous n'avez pas besoin d'un tiers de confiance et que vous êtes assez grand pour le faire tout seul, vous n'avez toujours pas besoin de blockchain. Et une fois que vous avez répondu à ces 2-3 questions, vous pouvez savoir si vous avez une blockchain et de quel type. Donc, si vous avez besoin de rédacteurs qui ne sont pas connus, donc à tout le monde, ça sera une blockchain publique. Si vous avez besoin de rédacteurs de confiance, ben vous allez tomber sur une blockchain privée qui peut être une blockchain de consortium si vous avez besoin d'un consortium et de vérifiabilité publique. Sinon, ça peut être une blockchain totalement privée. Donc, en se posant ces quelques questions, vous pouvez de suite savoir si la technologie blockchain est adaptée ou non à vos besoins. Donc, vous retrouvez ce diagramme dans l'ouvrage qu'on a écrit et j'ai aucun souci à discuter et interagir avec vous. Donc, pour moi, 5 choses à retenir suite à cet exposé et à cette présentation de la révolution blockchain. Pour moi, c'est vraiment une révolution. Donc, la révolution est en marche. Elle a frémi il y a 10 ans. Il y a 4 ans, elle s'est accélérée avec les smart contracts. Et maintenant, elle va passer à son plein régime. Donc, ceux qui l'auront pris seront dans la nouvelle ère et les autres prendront un temps. Ça fait la même chose pour Internet, donc il n'y a pas de souci. C'est un outil formidable qui est décentralisé, qui a des avantages et des inconvénients. Mais on n'est qu'aux prémices de ce qu'on peut inventer avec la blockchain et je pense que chacun peut se poser la question s'il en a vraiment besoin ou pas et peut réinventer l'avenir grâce à cette nouvelle technologie qui est basée sur de la sécurité et de la cryptographie solide. Donc, il faut vraiment avoir confiance là-dessus. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, certaines seront peut-être dans l'ouvrage qu'on a écrit et je suis prêt à y répondre. J'ai vu passer quelques questions pour une fois, des questions-réponses. Donc, merci pour votre attention et au plaisir d'échanger encore avec vous. Merci Pascal. Alors effectivement, une question. Je lis la question. Un procédé automatisé, type process de fabrication d'une barre de chocolat, où le mélangeur de chocolat, le four, la machine de conditionnement, il y a un mélangeur de chocolat, un four, une machine de conditionnement. Est-ce qu'il peut générer ce process de fabrication et écrire automatiquement dans une blockchain ou faut-il une intervention humaine pour déclencher une modification de la blockchain? Alors là, ça serait juste un processus où les machines auraient un programme qui aurait été vérifié et qui, lui, enverrait les données dans la blockchain tout seul. Donc, on peut imaginer que ça soit fait sans intervention humaine. Donc, ça pose absolument pas de souci. Après, il faudra que ces données soient vérifiées par des mineurs et qu'ils disent il n'y a pas d'aberration. Oui, le processus a bien été fait, donc il y aura un contrôle supplémentaire, mais qui ne sera pas fait par l'entreprise qui produit les données, ni par la machine. Donc, on ne pourra pas tricher. Par exemple, si on promet un chocolat, je sais pas moi, qui a été 50 degrés, je dis quelque chose qui n'a aucun sens, mais on pourra vérifier que toutes les données qui sont par ce programme informatique placé sur l'automate sont bien valides et ont été bien vérifiées par quelqu'un extérieur à la société. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, très bien. Donc, merci Pascal pour cette présentation riche et très intéressante. Donc, nous allons passer à la dernière partie de ce webinaire. Juste, Pascal l'a évoqué, effectivement, ce webinaire sera suivi d'un deuxième webinaire à la rentrée en septembre où l'on approfondira tous ces concepts. Et donc, bien évidemment, nous vous tiendrons au courant et nous vous enverrons les liens de connexion, enfin d'inscription puis de connexion pour assister à cette seconde étape. Donc, alors pour rebondir sur ce qu'a dit Loïc, c'est que dans ce deuxième webinaire, je parlerai beaucoup plus de la technique, donc comment c'est fait au niveau de la cryptographie et comment ça fonctionne pour bien que vous compreniez les enjeux qu'il y a derrière. Et on aura des témoignages sûrement d'industriels que j'ai mentionnés pour nous parler de comment eux l'ont mis en place dans leur entreprise. Ouais. Je me permets d'intervenir aussi. L'ambition du projet Block for Coop, c'est effectivement d'encourager les initiatives industrielles, d'imaginer de nouvelles applications
et donc à terme de pouvoir accompagner ces porteurs de projets dans leur démarche de R&D et de pouvoir financer ces travaux de R&D. C'est-à-dire, là, on est dans le cadre du projet Block for Coop sur une étape de sensibilisation et d'explication de la techno. L'écosystème métropolitain et régional est là pour accompagner les initiatives. Donc, on est bien dans une démarche d'accompagnement de l'innovation. Et donc, s'il y a des idées d'application ou des offreurs de solutions qui sont moteurs sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous en faire part. Et le pôle, les clusters, la métropole et le laboratoire sont là pour vous accompagner dans cette démarche d'innovation. Tout à fait, c'est avec plaisir qu'on a déjà accompagné 2 entreprises sur Clermont. On est bien entendu ouvert au sein du laboratoire pour monter des projets collaboratifs et aider les entreprises qui souhaitent passer cette révolution. D'accord. Bon, on va vite terminer ce webinaire. Je vais vous présenter le projet européen Block for Coop, donc dans le cadre pour lequel ce webinaire est organisé. Donc, ça va être très rapide, hein, ça va être deux petites minutes supplémentaires. Donc, le projet Block for Coop est un projet donc, européen soutenu par le programme Interreg Sudway, donc, qui est sur le territoire géographique Portugal, Espagne et en France, sont les régions Occitanie, Auvergne et Nouvelle-Aquitaine qui sont concernées. Donc, c'est un projet qui réunit 10 partenaires de 3 pays différents. Les partenaires sont pour la plupart des clusters, des pôles, des RTO. Donc, voilà, avec un budget plutôt conséquent et un cofinancement UE à hauteur de 75%. C'est un projet qui a commencé en octobre dernier et qui se poursuivra sur 3 ans jusqu'en septembre 2022. Donc voilà, la liste des partenaires de ce projet-là. Donc les partenaires français, ce sont le pôle de compétitivité CIM et la métropole Clermont-Auvergne. Enfin, l'objectif, l'ambition principale de ce projet est de contribuer à la transformation numérique des entreprises et à leur amélioration compétitive à travers l'usage des technologies digitales, dont la blockchain, l'IoT, le big data, le cloud, etc., etc. Donc, plusieurs sous-objectifs, disons. Donc, connaître la situation du développement. Il y a une toute première étape qui est de savoir sur les régions partenaires du projet quel est le niveau de développement de ces technologies au sein des industries et des entreprises. Favoriser la sensibilisation aux technologies. Et enfin, de créer un réseau stable de collaboration entre les acteurs industriels pour qu'au-delà du projet, voilà, toutes ces ambitions puissent se poursuivre. Donc, quelques livrables. Donc, nous sommes en train, par exemple, en ce moment, de rédiger donc, un rapport sur donc, le niveau de développement de la technologie blockchain au sein des régions partenaires. Nous développons, enfin, quand je dis nous, le pôle de CIM est responsable du développement du catalogue interactif de cas de bonne pratique. Donc, c'est un catalogue qui sera disponible à partir voilà, de l'automne 2020 et qui permettra de visualiser des fiches projets d'implantation de la technologie blockchain pour voilà, créer de la réflexion, donner des idées aux industriels, aux PME, etc. Il y aura également la publication de feuilles de route régionales, transrégionales, la réalisation d'un manuel blockchain à destination des PME industrielles et l'organisation, comme aujourd'hui, d'ateliers, de workshops, de matchmaking, d'événements de matchmaking pour se faire rencontrer les acteurs intéressés par cette technologie. Donc, le prochain webinaire en septembre et nous espérons organiser 2 autres événements par la suite, espérons en physique, parce que c'est toujours plus intéressant également de se rencontrer. Et sinon, ce sera sous le format webinaire qui est tout aussi bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des informations par rapport au projet, donc de me contacter ou avec mon responsable Arnaud Boquillon. Et pour ce qui est de Clermont-Auvergne Métropole, Estelle ou Chloé, voilà, les coordonnées s'affichent. Merci. Et donc, juste avant de se déconnecter, effectivement, sur le prochain webinaire, il faut, comment dire, toutes les questions sont permises. C'est-à-dire que vous avez vu dans la présentation de Loïc qu'on évoque aussi l'IoT et le big data. Il y a eu des questions pendant ce premier séminaire sur est-ce que blockchain sous-entend qu'on a besoin d'utiliser le cloud? Voilà, tout ça, c'est des questions qui font sens et qui sont légitimes. C'est-à-dire, vous pouvez nous poser des questions sur
Est-ce qu'il faut être le roi du edge computing ou de l'IoT industriel pour être capable de s'impliquer sur de la blockchain? On peut l'imaginer. Voilà, la réponse peut être surprenante, c'est-à-dire voilà, on n'est pas obligé de passer par d'autres technologies digitales pour s'investir et s'impliquer et utiliser la blockchain. Donc, toutes ces questions de prérequis, de trajectoire qui conduisent à la blockchain, c'est des questions qui sont bienvenues et qui pourront être traitées dans le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas pendant l'été à nous faire part de vos questionnements de telle sorte que le prochain webinaire réponde à vos interrogations. Voilà. Donc, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. L'histoire continue jusqu'au prochain webinaire. Très bien. Donc, merci. Donc, voilà, nous allons conclure ce webinaire. Donc, encore un grand merci à Pascal pour son intervention et pour l'animation du webinaire, qui fut très intéressant. Donc, on vous retrouve en septembre, Pascal. Merci à Estelle et à Chloé pour les questions et la gestion voilà, de toutes les questions qui ont pu être posées. Et merci donc aux participants pour leur présence et leurs questions qui ont permis de faire avancer le débat et la réflexion. Donc, très bonne fin de journée à tout le monde et puis on se retrouve en septembre. Alors. Merci. Merci, au revoir. Merci, Merci, au revoir.